L'actualité nationale et internationale. Ouéga FM, la radio leader. FM, Ouéga FM, la matinale info. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, merci d'écouter Ouéga FM, la radio de toutes les générations, et vous avez fait le meilleur choix. Il est 7h à Ouagadougou et partout ailleurs au Burkina Faso, d'où vous nous recevez. Bienvenue à cette session d'information, l'actualité à la une de ce vendredi. Pascal Zaïda, face à la presse hier jeudi, a dénoncé avec véhémence l'incivisme au sommet de l'État burkinabé. Vous l'entendrez dans un instant. Et puis le ministre de la Santé veut voir clair dans la gestion des hôpitaux publics au Burkina Faso. Le ministère organise depuis hier à Ouagadougou les états généraux des hôpitaux. De quoi s'agit-il? Réponse dans ce journal. Bientôt du goudron à Thomas, et ce n'est pas un rêve, pas une utopie non plus. Le Premier ministre Paul Kabatieba était hier dans la capitale du Nayala pour lancer les travaux de construction et de bitumage de la route Didir-Thomas-Tougan. On en parle dans un instant. Liberté de presse au Burkina, le Centre national de presse Norbert Zongo a publié son rapport 2015. C'était hier jeudi à Ouagadougou. Les libertés d'expression et de parole sont effectives au Burkina. C'est un constat des experts et a mené l'étude. Vous les entendrez dans cette édition. Et voilà présenté, mesdames, messieurs, les titres de ce journal de 7h. Bienvenue à l'écoute. Les infos sur Ouéga FM. Présentation, Paul-Miki Rwamba. Il a finalement été auditionné hier par la justice militaire et placé sous mandat de dépôt. Le député Salifou Sawadogo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est poursuivi pour son implication présumée dans les incendies de domicile lors du coup d'État de septembre 2015, à en croire le bimensuel Courrier confidentiel. En rappel, les députés avaient voté le 6 décembre dernier la levée de l'immunité parlementaire du député du CDP qui séjourne depuis hier à la maison d'arrêt et de correction des armées. Affaire écoute téléphonique entre Djibril Bassolé et Guillaume Soro, le commissaire du gouvernement après le tribunal militaire de Ouagadougou indique que le contenu du rapport d'expertise sera dévoilé lors du jugement. Alioune Zanré précise toutefois que nulle part il ne ressort que les bandes sonores sont inexploitables. Il répond ainsi aux avocats de Bassolé qui demandent la relaxation de leurs clients en détention depuis 15 mois. Les députés burkinabés ont adopté hier jeudi 15 décembre le budget prévisionnel de l'année 2017 au terme d'une session plénière de 2 jours. Au titre des prévisions des recettes, ce budget s'élève à 2036 milliards 301 664 000 francs CFA et au titre des dépenses à 2455 milliards 193 114 francs CFA, soit un déficit budgétaire à hauteur de 418 milliards 891 millions et 450 000 francs CFA. Le président de l'Assemblée nationale indique que ce budget pourrait être modifié pour tenir compte des financements attendus du PNDS, le Programme national de développement économique et social. Les encadreurs pédagogiques de l'enseignement secondaire ont observé ce jeudi 15 décembre un sitting de 3 heures entre 8h et 11h sur l'esplanade de l'immeuble abritant le ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale ici à Ouagadougou. Ils répondaient ainsi à l'appel de la coordination nationale des syndicats des encadreurs pédagogiques de l'enseignement secondaire qui s'insurge contre ce qu'il appelle le reversement inéquitable des encadreurs pédagogiques ainsi que le refus de signer le décret portant départ à la retraite à 63 ans. Le compte rendu est signé Aimé Sabadogo. Mois après leur dernière manifestation devant le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, les encadreurs pédagogiques de l'enseignement secondaire se sont donné rendez-vous cette fois devant le ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale pour protester.
Aruna Lankwande, coordonnateur national du syndicat des encadreurs pédagogiques du secondaire, rappelle 3 points clés de leur plateforme. Avec le reversement, ceux qu'on a laissés sur le terrain en tant qu'enseignants en classe ont eu des salaires plus élevés que nous, les encadreurs pédagogiques de l'enseignement secondaire. On se dit que ce n'est pas normal. Dans notre corps, on a une section, celle des conseillers pédagogiques de l'enseignement secondaire, qui depuis 3 ans doivent aller à la retraite et ne peuvent pas aller à la retraite. Pour la simple raison que le ministre de la fonction publique qui doit signer le décret de départ à la retraite à l'âge de 63 ans n'a pas daigné nécessaire de signer ce décret, si bien que ces camarades-là, ils sont sans salaire, sans pension depuis 3 ans. Pourtant, pendant 30 à 40 ans, ces derniers ont travaillé au profit de la fonction publique burkinabé. Nous trouvons que c'est tellement injuste. C'est même inhumain. Le 3e point, c'est qu'avec l'ouverture du concours des conseillers pédagogiques de l'enseignement secondaire en 1995, ceux qui ont bénéficié de ce concours-là, pendant 17 ans, n'ont jamais été reclassés. N'en parlons pas de profiter d'un quelconque avantage salarial. Ce n'est qu'en 2012 que le décret de reclassement a été pris et les conseillers pédagogiques de l'enseignement secondaire d'après 2012 sont reclassés en P7 et les autres. Le coordonnateur national évoque les mesures déjà prises par la coordination pour une prise en compte de leurs doléances. Aruna Lankwande. On a arrêté les examens certificatifs qui doivent permettre aux enseignants qui sont sur le terrain d'avoir leur diplôme pédagogique. On a arrêté le choix des sujets du BPC, du BAC, du CAP, du BEP. Alors que sans ces choix-là, il n'y aura jamais examen dans ce pays. Les gens ne savent pas. Nous sommes en amont de tout. Et les gens ne voient que l'aval en juin. Alors que si d'ici fin janvier rien n'est fait, tout est bloqué. Le système est bloqué. En réalité, ce que les gens doivent savoir, nous les encadreurs pédagogiques, on considère comme étant les gens minorisés, les gens méprisés, les gens inutiles là. Ils seront comme les très utiles. Le sitting qui a duré 3 heures a rassemblé plus de 200 encadreurs à Ouagadougou et plus de 500 encadreurs sur l'ensemble du territoire. Merci à vous, Aimé Savadogo, pour ces précisions. Et puis je vous l'annonçais en titre de cette édition, il était une fois de plus face à la presse nationale, cette fois-ci pour parler justice et réconciliation nationale. Mais Pascal Zaïda, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est surtout montré virulent à l'égard des dirigeants actuels qui, selon lui, foulent aux pieds les lois de la République. Explication, Gérard Sano. D'entrée de jeu, Pascal Zaïda pointe le sommet de l'État d'un doigt accusateur. Pour lui, il est à la base de l'incivisme. Quand il s'agit maintenant de la question de justice et d'incivisme, ça d'abord, c'est une situation qui est née au sommet de l'État actuel. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas incriminer quelqu'un parce qu'il aurait montré la cour de quelqu'un pendant le coup d'État manqué pour qu'on aille brûler. Vous avez encore les dernières déclarations des hommes politiques. Chacun a affirmé la paternité de l'insurrection. Chacun se va fier pour avoir commandité qu'on aille brûler ces X ou Y. Pour ce qui suit, le coordonnateur du cadre d'expression démocratique n'est pas allé du dos de la cuillère. Zaïda pense que la réconciliation des fils et filles du Burkina ne se fera pas par une équipe qui ne fait pas l'unanimité. Quand vous regardez la composition de ce haut conseil là, c'est pas comme ça. On ne prend pas un décret pour nommer des gens pour réconcilier un peuple. Non, non. On demande à sa composante d'abord de la société. On demande aux victimes. On nomme des amis, des camarades, des copains, des copines pour réconcilier qui? Il y a un problème. Que plus jamais un Burkinabé soit contraint de vivre hors du pays parce qu'il se sent rejeté, a souhaité Pascal Zaïda, en commençant par l'ex-président Blaise Compaoré. Au fond de moi, j'aurais demandé que Blaise Compaoré rentre au Burkina Faso. On va le juger. Il va dire durant les 27 ans, ce qu'il a commis comme crime sur le Burkina Faso accepte de décider de son sort. Qu'est-ce qu'il a soit décidé? Que mais aussi tous ceux qui se sont cachés derrière lui durant les 27 ans puissent aussi emboîter le même pas. Toujours dans sa quête de justice sociale, de démocratie et de la réconciliation, le cadre d'expression démocratique CED, à en croire son coordonnateur national Pascal Zaïda, a entrepris des tournées de plaidoyer auprès des autorités coutumières, religieuses et politiques. Merci à vous, Gérard Sanou, pour ces précisions. Et puis, les travaux de construction et de bitumage de la route nationale numéro 21 d'Idir Thomas Tougan ont été officiellement lancés ce jeudi 15 décembre à l'occasion d'une cérémonie présidée à Thomas par le Premier ministre Paul Kabatieba. D'un coût de réalisation de plus de 18 milliards de francs CFA, ce projet va incontestablement améliorer les conditions de transport dans cette partie du Burkina, longtemps restée sans voie bitumée. De retour de Thomas, le compte rendu de Ella Marie-Estelle Guébré. 15 mois, la route d'Idir Thomas Tougan, longue de 84 km, devrait être revêtue de bitume au grand bonheur des ressortissants des provinces du Nayala et du Sourou. En procédant au lancement officiel des travaux de construction de la route ce jeudi à Thomas, le Premier ministre Paul Kabatieba a insisté sur l'importance de ce projet pour la région. La construction de cette route va permettre donc de désenclaver de manière progressive la vallée de Sourou
et de manière progressive également les provinces de Nayala et les provinces du Sourou pour les permettre donc d'échanger avec les autres régions du Burkina Faso et échanger également avec les pays de la sous-région. La construction et le bitumage de la route Didi Thomas Tougan est financée par la Banque ouest-africaine de développement, dont la chef de mission résidente au Burkina Faso présente à la cérémonie de lancement a indiqué que la BOAD, bras financier de l'UEMOA, accompagne les États membres de cet espace communautaire dans leur programme de développement. Reine Ayeya Broum rappelle ici l'importance de l'entretien des routes nouvellement bitumées. L'entretien routier soit respecté et que les travaux soient faits aussi dans les délais pour le grand bonheur de toutes les populations de la région. Un coût de réalisation de plus de 18 milliards de francs CFA, le bitumage de la nationale numéro 21 sera exécuté en 2 lots, dont le premier, Didi Thomas, 43 km, sera réalisé par la compagnie sahélienne d'entreprise et le second Thomas Tougan, 41 km, par l'entreprise Oumarou Kanazoué. Merci à vous, Marie-Estelle Guébré. De Thomas, nous mettons le cap sur Ouaga 2000, directement dans la salle des banquets où se tiennent les états généraux des hôpitaux publics du Burkina Faso depuis hier jeudi 15 décembre 2016. L'initiative est du ministère de la Santé et l'objectif d'une telle rencontre est d'identifier les meilleures réformes pour des soins de qualité dans le contexte de l'assurance maladie universelle. L'ouverture des travaux est intervenue hier en présence du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. On en parle davantage avec Cécile Traoré et Salamatou Abadini. Les hôpitaux burkinabés présentent de grandes insuffisances, notamment dans l'offre de soins de qualité, avec l'expansion démographique. À cela s'ajoutent les difficultés majeures de gestion et les problèmes d'accès aux soins par la population. La vision du gouvernement à travers l'organisation des États généraux repose sur l'association d'une dynamique de l'offre pour assurer la disponibilité des soins de qualité et des produits au meilleur coût dans le contexte de l'assurance maladie universelle. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso. La tenue ici à Ouagadougou pendant 4 jours des États généraux des hôpitaux est un grand rendez-vous des actrices et acteurs du secteur de la santé que nous attendions tous. En effet, le bon état général de santé des populations constitue une préoccupation constante du gouvernement que le ministère de la Santé doit prendre en charge. C'est pourquoi je salue la pertinence du thème retenu, à savoir hôpital public. Quelle réforme pour des soins de qualité dans la perspective de l'assurance maladie universelle. Concrètement, il sera question d'identifier les problèmes prioritaires de fonctionnement et d'organisation des hôpitaux, identifier des solutions pour résoudre ces problèmes prioritaires et établir une feuille de route pour la mise en œuvre des solutions. L'organisation des présents États généraux des hôpitaux répond à la volonté du gouvernement d'accélérer la mise en œuvre des réformes dans ce secteur, afin de relever la qualité des soins de santé au profit des populations. Assurément, ces assises permettront de mener la réflexion pour renforcer la capacité de nos hôpitaux à répondre efficacement aux besoins de santé de nos populations. Ce n'est possible que si tous les acteurs, à savoir les professionnels de la santé, du public et du privé, les partenaires techniques et financiers, les partenaires sociaux et les autres secteurs s'engagent dans la même dynamique. Au sortir de ces états généraux, les problèmes prioritaires des hôpitaux seront identifiés, des solutions proposées et une feuille de route sera établie pour la mise en œuvre, y compris un mécanisme de suivi-évaluation. Direction Bobo Dioulasso à présent pour parler de la crise à l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina. Les frondeurs ont fini par mettre en place un bureau de transition. Ce bureau a été présenté à la presse hier jeudi sur place à Bobo Dioulasso et l'occasion était bonne pour le président de la transition Casimir Nyoumou et ses camarades pour dénoncer la gestion de Karim Traoré qui lui aussi était face aux journalistes la semaine dernière. On fait le point avec Abdoulaye Ouattara, notre correspondant sur place à Bobo Dioulasso. Et voici pour vous son récit. Une salle de conférence de l'hôtel Sisma à Bobo Dioulasso, que le bureau dit de transition de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, UNPCB, s'est expliqué devant les hommes et femmes de médias. Sur la question de productivité du président de transition, Casimir Nyoumou dit trouver l'occasion pour réclamer son dû. L'animateur de la conférence a indiqué que les démarches entreprises dans la résolution de la crise n'ont pas respecté les règles depuis le mois de juin. Le président de transition de l'UNPCB dénonce la corruption au sein de la structure par Karim Traoré.
Casimir Nyoumou est remonté à la charge et dénonce certains faits sous l'ère Karim Traoré. Pour eux, Karim Traoré et son conseil de gestion n'ont pas travaillé à instaurer la cohésion au sein des producteurs de coton du Burkina. Ils ont également dénoncé le déblocage de 50 millions de francs CFA pour la sensibilisation des cotonculteurs pour les élections à venir, sans que les deux parties ne soient impliquées. Merci à vous, Abdoulaye Ouattara, depuis Bobo-Dioulasso. Je vous l'annonçais en titre de cette édition, le Centre national de presse Norbert Zongo a rendu public hier jeudi 15 décembre son rapport 2015 sur la liberté de presse au Burkina. C'est un document de 90 pages qui présente les bons et les mauvais points en matière de liberté de presse dans notre pays courant l'année 2015. Une année essentiellement marquée par la transition politique et le putsch manqué. Des détails avec Kofi Olivier. Le commentaire est de Aboubakar Kébri. L'année 2015 a été la période de différentes péripéties pour le Burkina Faso, notamment la transition, le putsch manqué, les élections présidentielles et législatives. Ces différents événements qu'a connu le Burkina n'ont pas entravé la liberté de la presse burkinabé en 2015. La situation générale de la presse est satisfaisante selon Kofi Ametepe, l'un des experts consultants de ce rapport. L'innovation majeure du rapport, premièrement, du degré de protection de la liberté d'expression par les normes juridiques et sociales favorables à l'accès aux sources publiques et privées d'information. Le premier objectif. Le deuxième, c'est la satisfaction du journalisme pratiqué aux normes de qualité professionnelle, à même d'offrir aux citoyens des informations objectives et fiables. Le quatrième objectif, l'existence d'une bonne gouvernance des entreprises de presse permettant le renforcement de la liberté de presse. Et enfin, le dernier objectif, le degré de défense des intérêts professionnels des médias par les institutions et les organisations professionnelles. Les points forts, on peut retenir donc la liberté d'expression et de parole sont effectives au Burkina Faso. On est à plus de 2,60. Également, la question du soutien des organisations professionnelles et des institutions. Également, ça, c'est un point important. Ce rapport satisfaisant de l'état de la liberté de presse est un acquis à préserver pour une organisation plus professionnelle des hommes de médias, selon Rémi Fulgence Tchandjounou, ministre de la Communication burkinabé. Je pense qu'aujourd'hui, nous voulons une dépénalisation totale. Nous avons obtenu la fin de l'emprisonnement du journaliste pour des délits de presse. Il reste que nous devons travailler aujourd'hui à ce que nous soyons crédibles pour que nous allions vers une dépénalisation totale du délit de presse. Mais il faut en gage que la presse soit plus professionnelle, que les traitements de l'information que nous fassions soient plus conformes à nos éthiques et déontologie, afin effectivement que les différents acteurs aient confiance dans la qualité du travail que nous sommes en train de produire. Malgré cette appréciation positive du rapport sur l'état de la liberté de presse au Burkina Faso, les experts consultants du rapport ont formulé des vœux à l'endroit du gouvernement et aux hommes de médias pour une liberté de presse réelle et effective au Burkina. Un compte rendu signé Kofi Olivier et Aboubakar Kébri. Pour service rendu à la nation, 130 fonctionnaires de police ainsi que des personnels militaires et civils ont reçu des distinctions honorifiques ce jeudi à l'occasion d'une cérémonie de décoration tenue dans l'enceinte de l'École nationale de police de Ouagadougou, une cérémonie présidée par le ministre d'État chargé de la sécurité intérieure Simon Compaoré. Le compte rendu est de Rosalie Konkobo. Ce fut en présence d'autorités gouvernementales et bien d'autres invités que des fonctionnaires de police et personnels militaires et civils ont été décorés à l'École nationale de la police burkinabé. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, présent à l'occasion, s'exprime. Il s'agit, à la fin de chaque année, de récompenser des agents qui auraient été méritants vis-à-vis des actes posés à l'endroit de la République. Ce qui vient d'être fait ce matin rentre dans ce cadre-là. Pensons que ces médailles qui ont été octroyées à des agents non seulement incitent ces agents à être plus performants dans leur mission de tous les jours, mais donnent l'envie à ceux-là qui n'ont pas été décorés de redoubler d'efforts, que ce soit ceux qui ont agi à l'intérieur ou à l'extérieur. Bon, la récompense est la même. C'est la nation reconnaissante à l'endroit de ses fils. Au nombre des 130 récipiendaires, les mérites d'un civil et d'un policier malien ont été reconnus par la nation burkinabé. Amadou Fofana, commissaire divisionnaire de la police malienne, directeur de stage au Centre international de formation Kofi Annan, au maintien de la paix, apprécie cette distinction à son égard. C'est un témoignage de tout le travail qu'on a fait ensemble, la police burkinabé et le Centre international Kofi Annan depuis un certain nombre d'années. La médaille, c'est vrai, c'est un acte qui signale beaucoup plus tout l'amour et la sympathie que nous avons eu du peuple burkinabé
Burkina-Faso qui nous a encouragés à prendre sérieusement le travail que nous faisons depuis ces 5 ans. Inciter les agents à être plus performants et donner l'envie aux autres à redoubler d'efforts dans l'exercice de leurs fonctions, telle a été l'adresse du ministre en charge de la sécurité intérieure à l'endroit des vaillants soldats. Merci à vous, Rosalie Konkobo. La suite de ce journal de 7h sur Ouaga FM à 7h20 à Ouagadougou, le système informatique de la Direction générale des impôts passe au peigne fin depuis ce jeudi à l'occasion de la 5e conférence annuelle de la DGI. La rencontre qui se tient du 15 au 17 décembre 2016 devrait permettre de diagnostiquer le système informatique de la Direction générale des impôts et de dégager des perspectives de perfectionnement du système. Aimé à Sabadogo pour le compte-rendu. La Direction générale des impôts veut, à travers cette 5e conférence annuelle, déceler les insuffisances de son système informatique afin d'apporter des solutions à même de faire de lui un socle sûr de mobilisation accrue des recettes, de modernisation et de transparence dans l'administration. Adama Badolo, directeur général des impôts, rappelle l'importance de l'informatique dans le domaine des impôts. L'informatisation permet à la Direction générale des impôts d'améliorer ses performances, d'être plus efficace, d'être plus transparente, d'être également plus compétitive. Parce que grâce à l'informatisation, on permet aux agents de se concentrer sur les tâches les plus expertes et laisser l'informatique s'occuper des tâches administratives et répétitives. Donc ça permet effectivement à la Direction générale d'augmenter le niveau de collecte des ressources. Le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et du développement, Abel Somé, représentant son ministre de tutelle, tout en retraçant l'historique du schéma directeur de la DGI, salue les efforts et les actions des partenaires techniques et financiers. La Direction générale des impôts s'est dotée d'un schéma directeur informatique depuis 2007, révisé en 2011 et en 2015. Le schéma directeur informatique se veut être un outil de référence de la politique et de la mise en œuvre du système d'information. Il doit permanemment être en phase avec l'évolution des technologies de l'information et de la communication. Aussi devra-t-il permettre à terme la sécurisation des recettes, l'amélioration du recouvrement des impôts, l'amélioration du traitement des dossiers et la simplification des procédures. La mise en œuvre du schéma directeur informatique a connu jusqu'ici l'accompagnement de personnes de ressources, de partenaires techniques et financiers et de prestataires de services informatiques. Selon la première responsable de la Direction générale des impôts, cette 5e conférence annuelle permettra à la DG d'être plus performante afin d'atteindre son objectif en 2017, celui de mobiliser plus de 720 milliards de recettes fiscales. Un compte rendu signé Aimé Sabadogo. Et on reprend la direction de la ville de Sia pour dire qu'en attendant la validation du plan d'occupation des sols dans la commune de Bobo-Dioulasso, plus de 150 acteurs du domaine se sont réunis au sein de la commission communale d'urbanisme et de construction. Le maire de la commune de Bobo-Dioulasso préside la session de validation du dit plan. On en parle davantage avec Abdoulaye Ouattara que nous retrouvons une fois de plus. La commune de Bobo-Dioulasso aura bientôt son plan d'occupation des sols postes. C'est le sujet qui a regroupé les membres de la validation du dit plan. La session est présidée par le maire de la commune de Bobo-Dioulasso, Vraiment Fabéré Sanou. C'est un outil de planification. Alors je pense que bien élaboré devrait nous permettre de savoir un peu comment nous pouvons mieux aménager cette ville que vous connaissez déjà, qui s'élargit dans des proportions inquiétantes, sans qu'on ait exactement une vision où on part exactement. Voilà. Le poste va permettre de résoudre de nombreux problèmes liés au lotissement et à l'occupation des sols, a expliqué le maire de la commune de Bobo-Dioulasso, d'où l'importance de la présence de quelques chefs de village rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso. Nous avons tenu à ce que les chefs de village, notamment les villages rattachés, en majorité soient présents pour qu'on puisse examiner ce document. D'abord, c'est pour les informer, parce qu'il faut qu'ils soient informés de l'existence du plan d'occupation des sols et qu'ils soient aussi des relais auprès de l'ensemble de ces populations qui savent qu'ils sont intégrés dans les chemins de planification de la commune. Après le passage devant la commission technique de suivi du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le poste est dans sa phase de validation par la commission communale d'urbanisation et de la construction. Cette phase fera place à son adoption par le conseil municipal qui donnera le pouvoir au maire de la commune de prendre un décret d'application.
Yacouba Siko, directeur général de l'urbanisme, de la viabilisation et de la topographie au ministère de l'urbanisme et de l'habitat. Le processus de planification des villes recommande qu'on ait une vision. La vision du ministère, c'est de doter toutes les communes urbaines d'un schéma directeur d'aménagement d'urbanisme. Cela a été fait pour les 12 villes capitales régionales. Et le second processus, c'est de doter toutes les communes, en l'occurrence les communes urbaines et celles rurales, d'un plan d'occupation des sols, donc d'un guide, un référentiel pour aménager et gérer les territoires communaux. Il obéit à des règles qui ont été identifiées par les décrets d'application de la loi portant co-urbanisme de la construction. Yacouba Siko a expliqué que le poste permettra ainsi de préciser pour chaque type de parcelle les activités qui y sont autorisées ou interdites, la surface maximale ou minimale autorisée par la construction, la hauteur maximale ou minimale du bâtiment en fonction de sa situation géographique. Merci à vous, Abdoulaye Ouattara, depuis la ville de Bobo Dioulasso. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité internationale. Actualité hors du Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, la campagne législative se termine aujourd'hui vendredi à minuit. Cette campagne express d'une semaine a des enjeux importants car pour la première fois depuis la dernière législative, l'opposition et des candidats dissidents de la majorité présidentielle pourraient remporter des sièges de députés à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, d'où parfois certaines tensions sur le terrain. Au Gabon, l'opposant Jean Ping estime que les violences commises avant et après l'élection présidentielle du 27 août dernier représentent un crime contre l'humanité. Le pouvoir parle de 4 morts, l'opposition beaucoup plus. Elle affirme avoir identifié au moins 22 personnes tuées par balle après l'annonce des résultats. Jean Ping entend saisir la Cour pénale internationale. En République démocratique du Congo, les négociations entre les signataires de l'accord issu du dialogue facilité par Eden Kodjo et les non-signataires se révèlent laborieuses. Il n'y a toujours pas de véritable consensus qui se dégage au sein des 3 commissions mises en place sous la modération de l'Église catholique. La plénière prévue jeudi a été reportée à aujourd'hui vendredi. C'est même à se demander s'il aura un atterrissage en douceur aujourd'hui, date prévue pour la fin des travaux. Mesdames, Messieurs, la suite de ce journal est à présent, c'est la chronique de la rédaction en mode rediffusion puisque nous sommes vendredi et nous retrouvons Serge Ekra de la Force. L'épisode de cette chronique s'intitule « La Bible de Pablo ». La Bible de Pablo, c'est un document très national. C'est un livre très économique et la dernière page est une page sociale. Alors, voyez-vous, c'est avec cette Bible que ces derniers temps, les chiefs Abiola prêchaient partout dans le Yénéga et même en dehors du Yénéga. Au début, les uns scandaient « On a faim et vous voulez nous imposer votre affaire là ». D'autres juraient « Ceux-là, ce sont des zozos, ils ne vont rien trouver ici pour sortir le Yénéga de l'impasse ». Mais attends, technique dans technique, ruse dans ruse, méthode dans méthode, approche dans approche, négociation dans négociation, voilà affaire a pris une tournure assez intéressante. Et là, cette partie de la Bible s'intitule « Quand tu demandes 5 000 francs et que l'on te donne 18 000 francs, on fait comment ?» FIA transition. Nous tous, on allait s'asseoir sur le tarmac de l'aéroport pour attendre Pablo et sa suite. Ah, on va faire comment? Affaire d'argent là, on ne joue pas avec. Et puis surtout que le calcul est très simple. 18 000 francs CFA, nous sommes 18 millions d'habitants. Chacun prend sa part et c'est fini. On est développé socialement et économiquement. Parce que jetons ça là. Si ça rentre dans les bureaux, c'est fini. Hein. Ce sont nos yeux, on va prendre pour regarder et nos bouches, on va prendre pour critiquer. Allez, c'était moi, je m'en vais à Kaya. Là-bas au moins, on est sûr que même s'il n'y a rien, attendez, on va regarder quand même la parade. Merci à vous, Serge Ekra de la Force. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous qui l'avez suivi. Dans quelques secondes, la une des quotidiens de ce vendredi, 7h45, commentons l'actualité. À 8h, le retour des infos sur Ouaga FM, la radio de toutes les générations. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver une copie sonore de ce journal sur la page Facebook et le compte YouTube de la radio Ouaga FM. Merci de votre fidélité et à tout de suite.